pour la présentation. On va passer à Hamzat. Hamzat va nous parler de panafricanisme face au néocolonialisme juridique et monétaire, entre parenthèses CFA, APE et OADA. Hamzat, tu as 45 minutes. Merci, merci Edouard. Je ne suis pas sûr que le micro marche. Ça marche. Oui, merci Edouard. Merci Sénamé pour ta présentation. Moi, je passais du temps au Venezuela où la guerre monétaire fait rage, fait vraiment rage. Le bolivar, le dollar, l'impérialisme américain, le passage aux crypto-monnaies, le pétro, les liasses de billets pour aller acheter des choses, etc. Donc, c'est l'équivalent du Zimbabwe. C'est ce qu'on nous présente comme cauchemar si on sort du CFA, etc. Tout ça. Donc, il y aura forcément une guerre monétaire. Donc, la question de se préparer est très importante. Et le peuple vénézuélien résiste parce qu'il est idéologiquement formé à résister à l'impérialisme américain. Donc la question de la formation politique, elle est centrale, quel que soit le type de monnaie que l'on choisit d'adopter. Il y a quelques années, 3-4 mois, a été lancé par exemple le ICFA, c'est-à-dire un CFA électronique. On travaille dessus, je crois, à la Bourse des valeurs d'Abidjan. C'est-à-dire que ce processus de dématérialiser l'argent, ça fait un moment qu'il existe. Et à l'époque, je discutais avec des anti-CFA acharnés sur les réseaux sociaux qui me disaient qu'ils ne croyaient pas en ces trucs de crypto-monnaie, machin, truc, etc. Aujourd'hui, c'est les premiers à me dire il faut y aller, il faut y aller. Mais moi, je suis assez réservé vis-à-vis de la technologie parce que je pense qu'il y aura également des guerres technologiques. Et je pense que dans les 20 à 30 années qui viennent, il y aura sans doute aussi des crashs à ce niveau-là. Donc il faut être prévoyant et je suis plutôt partisan de la bonne vieille école. Donc quand on me parle du croc, je suis vraiment pour rester sur des éléments concrets et pas forcément sur du virtuel ou du dématérialisé, tout en sachant que ça peut avoir son intérêt. Tout ce qui est subversif, tout ce qui est pirate, tout ce qui est alternatif, il faut y réfléchir parce qu'en y réfléchissant, on change également sa mentalité. Le colloque qui a eu lieu à l'université de Lomé, ce n'est pas un colloque révolutionnaire. C'est un colloque non révolutionnaire. Mais en même temps, le principe d'une révolution, c'est de faire un tour sur soi et de revenir exactement au même point qu'au départ. Donc il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on entend par révolution. Est-ce qu'il s'agit de tout changer pour revenir au même problème? Est-ce qu'il s'agit juste d'avoir une autre monnaie qui garde les mêmes problèmes? La question des inégalités, la question du capitalisme, la question de la spéculation, de la paupérisation, etc. L'impossibilité à contrôler le prix de nos matières. Si on veut sortir de tout ça, il faut aussi poser des questions liées au néocolonialisme juridique. Il y a un autre élément qui me semble important, c'est que dans ce colloque, il était plus question des appareils d'État qui ont une certaine grandeur et pas des sociétés civiles, des populations qui ont une volatilité, qui est insaisissable. Donc la question de l'économie réelle, de l'économie informelle et de la macroéconomie. Et donc là, dans le contexte de ce colloque, on n'a pas remis en cause le système parce qu'il n'y avait pas d'historiens, à part moi et peut-être un autre intervenant. Il n'y avait que des économistes et des techniciens. Et quand on fait l'économie sans l'histoire, on fait de l'économie qui est totalement aveugle. Et ça a été le débat disciplinaire des années 70 entre des gens comme Walter Rodney et des économistes africains à l'université de Dar es Salaam qui estimaient que les historiens devaient juste se contenter d'étudier le passé et que les économistes devaient être les seuls à traiter de ces questions d'économie. Et donc il y a la nécessité d'une rupture épistémologique dans la manière dont on pense les disciplines. Et c'est cette révolution-là qu'il faut faire advenir. C'est pour ça que, personnellement, j'ai été assez satisfait quand Calco m'a dit que les étudiants qui travaillent sur le rapport viennent aussi des facultés de lettres, de sciences humaines, de sciences sociales, et pas que de droit et d'économie. Parce que toutes ces personnes, et aussi les artistes, etc., ont des choses à dire, des perceptions à avoir sur la question de la monnaie. Ensuite, il y a aussi effectivement des pièges qui sont liés au passé, parce que c'est précisément en pervertissant le croc que les Européens n'ont pas eu besoin d'utiliser les métaux précieux qu'ils avaient pillés en Amérique centrale pour s'implanter économiquement et commercialement en Afrique et pour impulser le mécanisme de traite négrière transatlantique. L'argent pillé au niveau du Pérou n'a pas servi dans les relations économiques vis-à-vis des Africains, mais il a servi à acheter du tissu en Asie.
Donc c'est le troc qui fait que dès le départ, le continent africain a été déclassé et est devenu la réserve d'accumulation du capitalisme. Donc ce sont aussi des éléments qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire que le troc, on peut s'y engager, mais ceux d'en face, ils ont déjà leur propre expérience historique et savent comment faire en sorte d'utiliser ces mécanismes-là pour nous rendre encore plus esclaves. Qui plus est, si nous utilisons une technologie que nous ne maîtrisons pas nous-mêmes, si nous utilisons une technologie dont nous n'avons pas établi nous-mêmes des normes juridiques, on voit comment les Africains s'affolent avec WhatsApp, qui nous surveillent, etc. Et on constate qu'il n'y a pas de réseaux sociaux africains propres à nous, qui nous permettent d'être indépendants. Tous nos chefs d'État sont chez Orange, Bouygues, etc. Donc imaginez qu'on se lance dans de la crypto-monnaie sur des appareils qui sont totalement contrôlés par ce système. Donc c'est tout un ensemble qu'il faut aujourd'hui penser. Et cet ensemble-là, pour le penser, il faut poser effectivement les questions juridiques et les questions, je dirais, de normes. Ce sont des éléments importants. On a parlé du troc. À la même époque, il y a eu la question du chèque, c'est-à-dire que les Arabes étaient beaucoup plus basés sur la confiance. La question de la thésaurisation se posait également. Et pour moi, un élément central dans ce débat-là, c'est vraiment celui de la confiance. On ne peut pas être dans du troc si on n'a pas confiance les uns dans les autres. Et la confiance va avec la référence à la mémoire. Mais s'il n'y a pas d'histoire, il ne peut pas y avoir de mémoire. C'est pour ça que dès que je parle des réparations, les gens bondissent. Il faut oublier le passé, c'est le présent, etc. On se projette dans le futur. Mais lorsque l'on parle de tout ça, on soulève des éléments qui effectivement renvoient à des pratiques culturelles dont on ne veut pas que nous soyons en capacité de nous rappeler. De la même manière que les nationalismes non panafricains qui ont créé l'unité au moment des indépendances ont été portés par des bourgeoisies qui ont mobilisé les masses pour les dépolitiser par la suite. C'est exactement les mêmes mécanismes d'ingénierie qu'on voit dans tout le débat autour du franc CFA aujourd'hui. La manière dont on mobilise, on manipule, on politise et on va dépolitiser par la suite. On lance un sujet éminemment politique dans l'arène et en même temps on dépolitise le peuple qui est censé s'emparer de ce sujet-là. Donc la réponse que ce peuple peut avoir, c'est de créer justement des alternatives, des laboratoires populaires de la mort. La logique du don est également importante. C'est vrai que Kako Mbouko fait régulièrement référence à Marcel Mauss. Bon, il y a d'autres anthropologues qu'on peut trouver sur des bases également endogènes qui posent cette question-là. Mais c'est aussi pour rappeler que ce n'est que quand l'échange se fait en dehors du groupe social qu'on va parler de transaction. Donc l'un des éléments qui se pose aussi, c'est dans quelle mesure constituons-nous des groupes sociaux et des communautés. Dans quelle mesure formons-nous des nations, des peuples, des groupes sociaux et des communautés. C'est ça la vraie question de l'intégration. Et c'est ça cette question qui n'a jamais été abordée parce qu'on reste dans une logique d'État et de chef d'État. Et c'est ça l'enjeu de penser une monnaie qui favorise l'intégration. C'est-à-dire quels sont les groupes sociaux qu'elle produit, quelles sont les nations, quelles sont les communautés qu'elle produit. Et dans ces communautés-là, il y en aura qui seront effectivement sur le Bitcoin ou sur d'autres types d'économies. Je ne vais pas forcément être très long, même s'il y a pas mal de choses à dire. Je vais plus présenter quelques éléments qui me semblaient importants et qui sont rapidement dans le titre de mon intervention sur le néocolonialisme monétaire et juridique et sur ses références notamment à l'OANA et aux APE qui me semblent également importants pour, je dirais, comprendre que la question monétaire n'est pas une question isolée. Et que les juristes qui sont ici savent tous que la rhétorique la plus belle n'est rien si elle ne repose pas sur des cadres juridiques fondés. Et c'est un élément, je pense, qui est important à souligner. La question de l'OANA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, c'est quelque chose qui s'est impulsé de manière très rapide au début des années 90, un peu avant la dévaluation du franc CFA. Et c'est un mécanisme dont un ministre français de la coopération qui s'appelle Jacques Godefroy, qui était le ministre de Jacques Chirac en 1995, de 1995 à 1997, a revendiqué assez rapidement la paternité. Mais en fait, c'est un projet qui a été impulsé à partir d'octobre 1991. Il a été impulsé lors d'une réunion des ministres des Finances de la zone franc. Et à l'époque, le ministre français de l'économie allait devenir Premier ministre, c'est un monsieur qui s'appelle Pierre Bérégovoy et qui va se suicider quelques temps plus tard. Et sur les suicides de ces hauts dirigeants français à des lieux très particuliers en lien avec l'Afrique, il y aura aussi beaucoup de choses à dire.
mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Donc à l'issue de cette réunion, il a été demandé au ministre des Finances de la zone franc de financer une mission d'étude pour lutter contre l'insécurité juridique qui freine l'investissement, notamment l'investissement des entreprises françaises en Afrique. Donc comment se créer tout simplement un cadre qui permet que, au-delà de la question monétaire qui est censée préserver nos intérêts, eh bien, il y a un cadre juridique qui, même si le verrou monétaire saute, on a ce cadre juridique-là qui préserve nos investissements. Et donc on est en octobre 91, le sommet des ministres des Finances de la zone franc. Un an plus tard, en 92, on a le sommet France-Afrique qui a lieu à Libreville, qui va valider le projet des ministres des Finances de la zone franc, et qui va même spécifier qu'il faut que ce projet devienne une priorité pour les ministres des Finances et les ministres de la Justice des pays de la zone franc. Et donc on lie Finances et Justice et on fait de ce projet de loi là une priorité. On va nommer 3 personnes, donc un Sénégalais et 2 hauts fonctionnaires français. C'est généralement des Sénégalais qu'on prend pour tous ces trucs-là parce qu'il y a une tradition très particulière de la part de l'État français et qui vont plancher sur un projet qui va être adopté en octobre 1993 à l'île Maurice au sommet de la francophonie. Donc là, vous avez une idée qui est lancée lors d'une réunion des ministres des Finances de la zone franc, qui est validée lors d'un sommet France-Afrique et qui est présentée lors d'un sommet de la francophonie. Si je plagiais un camarade du Bénin qui parle du système LMA, langue, monnaie, armée, vous avez exactement ce mécanisme-là qui se met en place. Parce que le droit, le commerce, c'est la guerre, et le droit, c'est également un élément de bataille juridique. Donc on va établir le secrétariat général de l'OADA à Yaoundé, et comme pour le Trésor français et la Banque centrale, il y a un expert qui est détaché par la France au niveau donc, du secrétariat général de l'OADA. Depuis 2001, et il y a un financement. Donc depuis 2001, la France a à peu près investi 20 millions d'euros pour s'assurer de la protection juridique de ces investissements pour les intérêts de ces entreprises. Et donc ce mécanisme de l'OADA est très peu connu parce qu'en réalité, il accompagne la stabilité monétaire. La monnaie est stable, mais plus que la monnaie, on va avoir un droit des affaires qui est encore plus stable et qui surtout est commun. Ce qui fait qu'aucun État africain seul ne peut casser ce droit-là. Au contraire de la monnaie, son dit, moi si je suis élu, le Sénégal fait sa monnaie nationale. Et sur la question juridique, c'est impossible de le casser seul parce qu'on est sur un droit communautaire qui concurrence en fait le droit anglo-saxon. Et donc cette initiative de l'OADA, elle est très importante. Et là, j'ai pris quelques citations, j'ai pris quelques notes parce que je pense que les citations sont importantes. Il y a dans ce qu'on appelle en France le Conseil supérieur du notariat, donc les gens, les notaires, etc. Il y a une responsable chargée des relations avec l'Afrique, spécifiquement avec l'Afrique, et qui disait un jour que tout pays qui achète une langue achète un système juridique et derrière des entreprises qui profitent de parts de marché qui sont en lien avec l'utilisation de cette langue. Donc on voit comment en fait se met en place ce qui est aujourd'hui le principal axe de la francophonie, c'est-à-dire la francophonie économique et numérique. Parce que c'est très important, la francophonie travaille sur les questions de monnaie digitale. Parce qu'elle a bien compris la manière dont les Africains fonctionnent, elle a bien compris notre manière de parler, notre manière de nous approprier le français, et ils ont bien compris que sur les questions monétaires, on est en train de leur filer entre leurs mains. Et donc tous ces éléments-là sont en train d'être liés les uns aux autres. Mais l'OADA, c'est le gros morceau, parce que nous avons les 15 pays de la zone franc, plus la Guinée-Conakry et la République démocratique du Congo. Et donc on est vraiment dans une bulle francophone qui fait qu'en 2001, il y a un élément, un article du Conseil d'État dans un rapport qui explique que contrôler la norme, c'est aujourd'hui bien souvent gagner le marché. Donc si vous contrôlez la norme juridique, vous gagnez le marché. Et donc c'est un élément qui accompagne, si vous voulez, la question monétaire et qui est très peu mise en avant. C'est l'outil juridique de défense des investisseurs français face aux investisseurs anglo-saxons et surtout face aux investisseurs africains. Puisque l'enjeu d'avoir une monnaie, d'avoir une émancipation monétaire, c'est aussi de permettre à des industriels africains, à des commerçants africains, à des chefs d'entreprise africains, eh bien, de se lancer dans l'aventure. Mais s'ils le font dans un cadre qui est contrôlé par des normes juridiques françaises, notamment au niveau du l'OADA, qui permettent aux multinationales d'utiliser les éléments du barreau de Paris pour aider Abidjan, à Abidjan, à Cotonou, etc.,
il y a très peu de chances de trouver des entreprises ici qui peuvent tenir tête à ce type de mécanisme-là. Donc le droit, c'est la guerre, le commerce, c'est aussi la guerre, et pour revenir sur les sources de ce droit, il faut rappeler que la colonisation, c'est le vol des terres et l'exploitation systématique de la terre et des peuples. Donc on part dès le départ sur une relation unilatérale. Quand on parle aujourd'hui de traités et d'accords, on est sur du bilatéral d'un point de vue théorique. Sauf que la relation initiale, c'était de manière unilatérale. Comment s'est-elle fait de manière unilatérale? Eh bien, on a les Portugais qui sont arrivés sur les côtes de ce qui est aujourd'hui le Ghana, le Togo, etc., qui ont mis des forts, tout simplement. Il n'y a pas d'Africain qui ait quitté les côtes d'ici, qui soit allé à Nantes, à Bordeaux ou à La Rochelle construire des forts. Donc on voit bien que la relation de départ est fondamentalement unilatérale et qu'elle est fondée sur l'imposition du droit d'exploitation. Et donc on a, si vous voulez, un nom diplomatique de la colonisation qui est cette imposition du droit d'exploitation. Ensuite, on va avoir un certain nombre de traités internationaux, celui de Tordesillas en 1494, qui divise le monde en deux parties entre les Portugais et les Espagnols, et qui se répartit, on va dire, le partage commercial du monde. Qui fait que les Espagnols vont s'appuyer en fait sur les Portugais pour une grande partie en fait de la traite transatlantique. On a les codes, notamment le code noir, et dans le contexte des codes, on a ce qu'on appelle le pacte colonial, qui avait été posé par Colbert au XVIIe siècle. Le principe de ce pacte colonial posé pour les Antilles, c'est de dire que les colonies ne peuvent que commercer avec la métropole. Et donc tout ce système-là, d'un point de vue juridique, il date du XVIIe siècle. Il n'est pas né en 1945, de Gaulle, machin truc, etc. Il date du XVIIe siècle. C'est très important à avoir à l'esprit. Et il s'inscrit continuellement au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle dans une guerre économique franco-britannique. Et l'élément juridique, c'est un élément central de cette guerre franco-britannique parce que les éléments juridiques sont liés aux éléments linguistiques, y compris par exemple dans un domaine comme celui de l'information. Dans les pays anglo-saxons, l'information est une marchandise, est un produit. Ce qui explique pourquoi les anglo-saxons ont développé des outils de communication, des presses, des radios, des télévisions qui sont beaucoup plus puissantes et indépendantes que dans le cas des pays francophones où l'information relève du service public, où les grands médias sont finalement les médias internationaux. Parce qu'il y a aussi des conceptions différentes du droit à l'information et aussi de la marchandisation de l'information qui jouent sur un certain nombre d'éléments qui expliquent pourquoi il y a une telle désinformation des populations de part et d'autre des frontières linguistiques. 1885, la conférence de Berlin, pour arrêter de se faire la guerre, l'Europe se partage l'Afrique. Et cette conférence de Berlin, je m'appuie notamment sur les travaux d'un de mes camarades, d'un de mes jeunes camarades, Adam Abouassan, qui a écrit cet ouvrage, Puissance du droit et droit des puissances. Et bien, en fait, à ce moment-là, la conférence de Berlin, c'est le premier acte interétatique, multilatéral, de libéralisation des échanges commerciaux en Afrique sont les Africains. Donc c'est l'ancêtre de tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme les APE, etc. Et dans ce contexte de la conférence de Berlin, on proclame la complète liberté donc, des échanges à l'intérieur du continent africain, la complète liberté de commerce dans les bassins du Congo et du Niger et de ses affluents. Et donc on ouvre totalement le continent africain au commerce international. Il va y avoir également deux autres espaces stratégiques dans ces débats-là, c'est le Sahara et la Méditerranée, sur lesquels je reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Afrique va devenir en fait l'objet d'une patrimonialisation commune de l'Europe. Elle va devenir en fait le ciment de la construction de l'Europe. Et il y a un historien qui a totalement déconstruit cette stratégie, qui s'appelle Walter Rodney, qui a écrit un livre, How Europe Underdeveloped Africa, comment l'Europe a sous-développé l'Afrique, où il parle d'un élément central que nous oublions toujours dans nos analyses, c'est comment l'Afrique a perdu son indépendance. Parce que, comme l'a rappelé Sénamé, nous étions indépendants monétairement avant de connaître la colonisation. Nous avons été indépendants. Donc nous avons une histoire de l'indépendance monétaire, une histoire de l'indépendance politique, mais il a suffi seulement 80 ans pour que tout soit effacé.
Et l'un des éléments qui explique pourquoi en 80 ans tout a été effacé, c'est l'impérialisme culturel et notamment la question linguistique. À partir du moment où on perd nos langues, on perd également un certain nombre de nos repères culturels, on perd la manière dont on appelle la monnaie dans nos langues, et dans certains pays comme le Botswana, la monnaie nationale, dans la langue locale, si on la traduit, ça veut dire goutte et pluie. Parce que l'eau est rare au Botswana, et donc on a donné à la monnaie du Botswana un nom qui renvoie à la rareté pour que le peuple ait une gestion éthique de la monnaie et ne se lance pas dans du gaspillage, dans de la corruption, etc. D'où le débat sur la signification de la monnaie éco. La nécessité d'adopter un nom qui a vraiment une signification dans la manière dont nous voulons gérer éthiquement la monnaie. Alors après, on peut dire éco comme économique, donc une gestion économique de la monnaie, mais ça me semble très faible comme présentation. Ensuite, un autre élément très important, c'est que dans l'introduction de cette complète liberté de commerce, l'Europe va intégrer l'ancêtre de la logique des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on vient coloniser l'Afrique pour le commerce, mais aussi pour arrêter l'esclavage, des méchants arabes, pour arrêter le trafic d'alcool, et pour apporter bien évidemment la civilisation. Et donc on va lier le commerce à la civilisation. Et donc plus vous signez des traités commerciaux, plus vous êtes civilisé. Mais plus vous êtes civilisé, plus en fait vous faites arnaquer. Et c'est comme ça que la question du commerce, la question du droit, la question du rapport de force va progressivement se développer et s'enraciner. Et donc on va inclure dans les traités imposer une clause droit de l'homme et civilisation qui va perdurer, qui va se développer par la suite. Or, le commerce est un acte de guerre et un acte de civilisation, et les droits de l'homme sont un leurre en relations internationales. La deuxième étape de cette dynamique, c'est l'Eurafrique. C'est un concept dont j'ai un peu parlé également lors de mon intervention lors du colloque. C'est très important parce que l'Europe transpose à l'Afrique ses peurs, ses fantasmes, ses valeurs, mais sans se perdre. Et c'est ça justement l'une des définitions de la colonialité. Comment on transfère à d'autres des éléments constitutifs de notre identité, mais des éléments qui aliènent d'autres. C'est ce que Fanon déplorait quand il disait que si nous voulons construire l'Afrique comme l'Europe, ça ne sert à rien de prendre notre indépendance. Appelons les Blancs, laissons-les gérer nos pays et nous aurons une Afrique qui ressemble à l'Europe. C'est un défi qu'il lançait aux petites bourgeoisies au moment de l'indépendance. Il avait compris qu'on allait avoir des bourgeoisies compradors sans aucune idéologie et sans aucune vision sur un certain nombre de questions. Et donc l'Eurafrique va s'engouffrer dans cette vision-là. Et l'Eurafrique, c'est comment, dans sa survie économique et commerciale, l'Europe peut-elle associer l'Afrique subsaharienne dans un vaste ensemble qui lui permet d'éviter l'Afrique du Nord. Et donc l'Europe va toujours jouer l'Afrique du Nord contre le reste du continent africain au tournant des années 50, parce que les Européens avaient deux problèmes, les Français avec la guerre d'Algérie et les Anglo-Saxons avec l'Égypte de Nasser. Quand Nasser nationalise le canal de Suez pour lever des fonds, pour financer l'économie égyptienne, pour prendre la vraie indépendance qui est l'indépendance économique, il peut bloquer, assécher l'Europe parce qu'il bloque le canal de Suez. On a vu le mois dernier l'histoire du bateau. Voilà, donc vous bloquez le canal de Suez, vous faites tomber ce système-là. Et donc il y avait la crainte de la part des Européens que Nasser et les Algériens s'allient avec le reste du continent africain et privent l'Europe de l'accès aux ressources immenses de l'Afrique subsaharienne. Et donc il fallait jouer l'Afrique du Nord contre l'Afrique subsaharienne et donc construire l'Eurafrique qui permet de contourner l'Afrique du Nord. Les Américains vont faire pareil, mais en créant la classification Middle East and North Africa. Ils vont couper l'Afrique du Nord et la rattacher au Moyen-Orient pour qu'il n'y ait jamais cette conception de l'unité africaine dont parlait Kouma quand il parlait de l'unité d'Alger au Cap et de Dakar à Dar es Salaam. C'est très important parce que il faut maintenant mettre en place ce mécanisme de l'Eurafrique qui permet de court-circuiter l'Afrique du Nord et de garder le contrôle sur l'Afrique subsaharienne et principalement les anciennes colonies. Alors pour cela, il va se passer plusieurs choses. Donc dans les années 40-50, il y a toute une construction européenne qui se met en place, qui est impulsée par les États-Unis. Il faut faire de l'Eurafrique un rempart contre le communisme, et pour que ce soit un bon rempart contre le communisme, il faut intégrer les colonies françaises
mais surtout la colonie la plus importante du monde, qui est le Congo belge. Le monde entier dépend du Congo belge. Donc il fallait intégrer le Congo belge dans l'ensemble euro-africain, occidental, etc. Et donc pour l'intégrer, il fallait absolument que la Belgique soit dans la communauté économique européenne. Que la Belgique soit intégrée dans l'Europe et qu'elle apporte sa colonie et son pacte colonial dans la construction du traité de Rome et de la communauté européenne à ce moment-là. Et donc, tout le débat qui se met en place dans ces années 50, c'est comment on contractualise, on va dire, cette dépendance et comment on fait de l'Eurafrique un espace, on va dire, de complémentarité entre l'Europe et l'Afrique. Il faut le contractualiser. D'un point de vue industriel, parce qu'on découvre énormément de richesses en Afrique subsaharienne et on commence à bâtir des projets industriels qui permettent de raccorder directement les mines d'uranium qu'on découvre au Niger, au Gabon et en Centrafrique à l'interrupteur du français qui allume sa lumière à Paris ou à Bordeaux. Et donc il y a des dessins de science-fiction, parce que tout cela se pense dans la science-fiction, à tel point qu'à cette époque-là, dans les années 50, vous avez des écrits qui disent il y a la guerre de Corée, il y a les Américains et les Russes qui ont la bombe atomique, si jamais l'Europe est bombardée, il faut qu'on trouve un endroit où tous les Européens peuvent se réfugier, ce sera l'Afrique. Il y a des vrais livres de science-fiction qui disent qu'un jour, tous les Européens vont aller en Afrique. Voilà, donc je ne sais pas à quel point c'est de la science-fiction, mais c'est pour vous dire que ces choses-là sont pensées depuis très longtemps. Comment connecter et comment faire en sorte qu'il y ait des zones d'enclave industrielle en Afrique et comment le contractualiser. Et donc l'Eurafrique, ça ne pourra jamais se faire sans les Africains. Parce que dès les années 50, les Européens prennent conscience qu'il y a un problème démographique. Ils ne sont pas assez nombreux pour aller coloniser l'Afrique. Donc il faut qu'on trouve des Africains qui peuvent adhérer à ce projet. Et c'est à ce moment-là qu'on va passer de l'Eurafrique historique, militaire, politique et juridique à l'Eurafrique culturelle et qu'on va trouver Léopold Sédar Senghor, qui va être vraiment la figure de l'Eurafrique sur le volet culturel. Et ce qui est très important, c'est que Senghor et Césaire sont des chantres de la négritude, mais c'est la question de l'Eurafrique qui les divise totalement. Senghor va être un partisan de l'Eurafrique, pour une Eurafrique à la française plutôt qu'à l'allemande, c'est-à-dire que Senghor était tellement français qu'il était germanophobe, alors que Césaire explique que l'Eurafrique, je cite, c'est la substitution au vieux colonialisme national d'un nouveau colonialisme plus virulent encore, un colonialisme international dont le soldat allemand serait le gendarme vigilant. Donc dès les années 50, Césaire avait compris que en fait, ce projet-là, européen ou eurafricain, il était dominé, il allait être dominé par l'Allemagne. Et tout le monde sait que la France est dominée en Europe par l'Allemagne. Que l'euro, les questions monétaires, etc., c'est l'Allemagne qui contrôle. Tel point que la clé monétaire et bancaire du CFA, elle est au niveau de la Banque centrale à Francfort. Et ça aussi, ce sont des points qui ne sont jamais abordés parce que dans l'attaque du franc CFA, il y a toujours une vision très franco-centrée, très colonialiste en soi, très aliénée, qui ne tient pas compte de la dimension beaucoup plus globale et aussi de la perspective européenne. Alors, à côté de Senghor, celui qui fera le vrai boulot, Senghor, c'est la musique, mais la partition, elle est écrite par Félix Houphouët-Boigny. C'est très important parce que c'est Houphouët qui va négocier l'intégration des colonies africaines au traité de Rome, donc le traité de la communauté économique européenne, en 1957. Et il va le négocier en lien avec François Mitterrand, et il va le négocier autour de différentes discussions dans des dîners-débats, où, comment dire, il va y avoir des discussions notamment sur le fait qu'il ne peut pas y avoir d'Europe-Afrique, donc d'Eurafrique, sans le relais France-Afrique. Et que, dans le même temps, l'Eurafrique ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une France-Afrique dans l'Europe. Et donc tout le travail actuel de Macron qui veut impliquer l'Europe dans la politique africaine, c'est de relancer en fait cette dynamique qui s'est pensée à la veille des indépendances pour repenser un autre récit, une nouvelle reconquête, une nouvelle recolonisation dont il a parlé lors de son discours en Afrique du Sud, où il a dit voilà, nous avons une stratégie, un plan de reconquête. Et Achille Mbembe a applaudi, super, la France-Afrique c'est fini. Mais c'est pas fini, c'est juste une phase différente qui s'appuie encore une fois sur l'histoire et sur le fait que c'est merveilleux, les Africains ne connaissent pas leur histoire. Donc on les a blagués une fois, on peut les blaguer 100 fois parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Donc, qu'est-ce qui va se passer lors de ces débats-là? La France et l'Italie, qui sont des nations colonialistes et racistes, il faut le dire, l'Italie vis-à-vis de l'Éthiopie, etc., tout ça,
sont OK pour associer l'outre-mer. Il y a un troisième pays dans la construction européenne qui veut associer l'outre-mer, et qui est la plaque tournante d'un certain nombre de nos problèmes, c'est le Luxembourg. Parce qu'il existe une Luxembourg-Afrique. La plupart des comptes offshore, bancaires, des multinationales, etc., ça passe par le Luxembourg. Un certain nombre de banques au niveau de l'Afrique centrale passent par le Luxembourg. Donc la question du système monétaire, bancaire, financier et juridique passe par le Luxembourg. Et donc la France, l'Italie et le Luxembourg disent « Ok, on associe l'outre-mer ». La Belgique est beaucoup plus divisée parce que les colons, ils doivent quoi à la Belgique? Ils doivent tout au Congo. Vous effacez le Congo, la Belgique n'existe plus. Et donc l'un des deals, c'est OK, mais on ne veut pas brader le Congo. Donc il y aura des arrangements, Bruxelles, capitale de l'Europe, etc. Donc, vous nous donnez le Congo, on vous donne la capitale de l'Europe, et puis tout le monde est content. Et l'Allemagne et les Pays-Bas, eux, étaient opposés à l'association des colonies dans le traité européen parce qu'ils jugeaient que les choses étaient déséquilibrées et étaient contradictoires au droit international, notamment au droit du GATT, qui est ensuite devenu l'OMC. Et donc ces rivalités intra-européennes, elles existent. Ce sont sur ces rivalités-là qu'on peut aussi construire des rapports de force. L'Allemagne et les Pays-Bas n'ont pas du tout la même vision que la France et l'Italie ou le Luxembourg. Et la Belgique est un petit peu au milieu. Donc le traité de Rome va inclure les outre-mer et les colonies. Et donc dans ce traité, il y a tous les éléments sur l'exemption des droits de douane, la liberté de circulation, le droit d'établissement des anciens colonisés dans la communauté européenne, ce qui fait que dans la première décennie des années 60, il y aura une vague migratoire des anciennes colonies vers l'Europe pour reconstruire, participer à la croissance des Grandes Glorieuses, etc., qui va s'arrêter à l'époque du choc pétrolier 71-73. Époque à laquelle les chefs d'État africains vont remettre en question la politique monétaire du franc CFA en disant que c'est une politique monétaire qui ne leur permet pas justement de survivre à la crise et d'exploiter convenablement leurs ressources. C'est l'époque où notamment le Nigeria rentre à l'OPEC. Donc ces éléments qui sont inscrits dans le traité de Rome, vu que les indépendances arrivent 3 ans après la construction de la communauté économique européenne, il faut les contractualiser pour que ces traités aient une succession dans la manière dont les relations juridiques entre les États africains et les anciennes puissances coloniales vont se nouer. C'est dans ce contexte-là qu'on met en place la Convention de Yaoundé en 1963, qui est supposée organiser la succession, un peu comme on a fait passer le franc CFA de la monnaie coloniale à la monnaie des États de leur indépendance. Il faut que ces contrats-là soient également transférés. Donc cette convention de Yaoundé, elle est intégralement rédigée par des Européens. Et ce qui est très important, c'est qu'elle transforme l'unilatéralisme des relations juridiques de l'époque coloniale en une libre négociation et donc une participation entre guillemets égalitaire entre les États européens et les États africains. C'est-à-dire qu'on fait croire à des relations d'égalité entre le Togo et la France. Voilà, entre le Congo et la Belgique, juste au lendemain des indépendances, alors que tout prouve le contraire. Alors qu'il ne peut pas y avoir de relation d'égal à égal quand l'un contrôle la monnaie de l'autre. Mais juridiquement, on fait croire que c'est des relations d'égal à égal. Yaoundé 1 va être le cadre global et systémique de toutes les conventions qui viendront par la suite. Donc dans Yaoundé 1, on aborde les échanges commerciaux, la coopération financière et technique, le droit d'établissement, la liberté de circulation des capitaux, des services et des paiements entre les pays africains et la communauté économique européenne. En 1969, on renouvelle un accord, Yaoundé 2, qui va renforcer l'arrimage. Et pour renforcer l'arrimage, on utilise Senghor, et c'est le moment où se met en place officiellement la francophonie. Donc on lit aussi la francophonie, qui est un cadre juridique, c'est-à-dire que des fois, dans le cadre de la francophonie, nos États signent des choses qui les amènent à mener tel type de politique économique. Donc on est vraiment, je dirais, dans un ensemble global. Ce qui va se passer en 1969, c'est qu'on arrive également la francophonie parce que l'Angleterre est en train de rentrer dans la communauté économique européenne. Donc il faut se prémunir des anglo-saxons. Et donc on va élargir Yaoundé, d'une part aux anciennes colonies britanniques, et donc on va sortir de la relation entre les pays de l'Union européenne et les anciennes colonies françaises et belges pour intégrer les colonies britanniques qui sont beaucoup plus larges. Et donc là on passe au stade Afrique, Caraïbes, Pacifique. Parce que les anciennes colonies britanniques sont en Afrique, Caraïbes et Pacifique. Et au départ, l'Afrique est dans son coin, la Caraïbe est dans son coin, le Pacifique est dans son coin. Et donc il y a un morcellement
Et très rapidement, les Africains, les Caribéens, les gens du Pacifique constatent qu'en étant isolés, ils sont trop faibles. On est dans les années 70 où il y a des négociations internationales et ils comprennent qu'au lieu de faire 3 groupes distincts, on va faire un seul groupe, donc on enlève le tiré et ça devient ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, d'une seule traite. Et ça permet de négocier avec davantage de force vis-à-vis de l'Union européenne. Donc 75 conventions de l'ONU, donc là on entre dans les conventions ACP, CEE, qui vont notamment miser sur les matières premières, notamment sauver le cacao ivoirien et le thé kényan. Donc ce sont des éléments qu'il faut avoir à l'esprit lorsque l'on dit qu'on va adosser une monnaie au cacao, à l'or, etc. Donc il faut voir aussi comment fonctionnent les différents systèmes de stabilisation des recettes d'exportation de ces produits, le STABEX, qui est mis en place au milieu des années 70. Et donc en 79, on a Lomé 2, où là, les Européens disent qu'ils veulent intégrer les droits de l'homme dans les négociations commerciales. Et c'est à partir de là que les choses deviennent un peu plus compliquées. En fait, les Européens financent un certain nombre de politiques dans le cadre des accords ACP, et il se trouve qu'ils en arrivent à financer des gouvernements avec lesquels ils ne sont pas politiquement d'accord. Donc ils vont commencer à lier la question commerciale à la question politique. Et ils vont prendre notamment comme référence l'Ouganda de Idi Amin Dada et la Centrafrique de Bokassa et la Guinée équatoriale de Macias Nguema, en disant que ces pays-là bénéficient notamment des fonds européens, mais ne respectent pas les valeurs européennes, notamment la démocratie, les droits de l'homme, etc. Et donc là, dans les années 80, au niveau du Parlement européen, il va y avoir un certain nombre de débats avec cette volonté d'inclure dans les accords avec les pays africains la question des droits de l'homme, avec le fait que la France s'y oppose constamment. Les Américains mettent la pression avec Carter, diplomatie des droits de l'homme, commerce, etc. Mais la France, et plus généralement la France-Afrique, s'y oppose radicalement. Il faudra attendre Lomé 3 en 1984 pour que les droits de l'homme soient inclus par rapport à la question de l'apartheid. Les pays africains disent « Ok, on inclut les droits de l'homme, mais spécifiquement par rapport à la question de la lutte contre l'apartheid. » Et les Européens vont également demander à ce qu'il y ait une réflexion sur le droit à l'environnement qui introduit des blocages vis-à-vis d'une industrialisation de l'Afrique dès cette époque-là, 84. C'est le moment où Sankara est au pouvoir. Il revendique notamment non pas les droits de l'homme, mais les droits au développement. Et en même temps, Sankara introduit, dans le cadre du G77, un certain nombre d'éléments avec Julius Nyerere pour rompre avec les logiques de marchandisation qui sont liées à ces accords et qui développent l'individualisme. Et donc Lomé 3, en 84, c'est vraiment un des tournants, puisque lors de la convention suivante, on va intégrer la référence non pas aux droits de l'homme, mais à la charte africaine des droits de l'homme. Et à partir de ce moment-là, on va rentrer dans un jeu très particulier où la question des droits de l'homme va devenir un objet de chantage dans les relations économiques et commerciales entre les pays européens et les pays ACP. Alors que les priorités sont économiques. Et donc selon justement la politique qui est liée aux droits de l'homme, on négocie différemment les choses. Il y a aussi une asymétrie économique entre l'Europe et les pays ACP qui font que si vous n'êtes pas économiquement égal aux personnes avec lesquelles vous traitez, ils auront tendance à considérer que leur conception des droits de l'homme est supérieure à la vôtre. Tous ces éléments-là vont entrer en jeu, et donc la conception africaine des droits de l'homme devient subordonnée à la conception européenne des droits de l'homme. Et donc c'est un élément qui montre comment, en un siècle, l'universalisme s'est construit de cette manière-là à travers les questions d'accords économiques et commerciaux. L'universalisme en mentionnant donc uniquement la conception africaine sans en faire une clause suspensive. Et donc il y a un rapport de force qui se met en place et lorsque en juin 2000 sont signés les accords de Cotonou, qui sont un nouveau type d'accord, eh bien on décide de tout libéraliser au nom de l'OMC. Alors on libéralise tellement les choses que l'affiche de la Commission européenne qui illustre cette rencontre des accords de Cotonou, c'est la jarre percée du roi Guézo, avec des mains qui bouchent les trous, d'où s'écoule le sang du Bénin, qui est positionné
dans le bas du continent africain, comme si en réalité l'Europe versait de l'argent, du bonheur, etc. Et que c'est les Africains qui viennent recueillir ça dans la jarre. Merci l'Europe, vous nous développez, votre aide est magnifique, etc. C'est-à-dire que même dans la communication, on nous infériorise. Même dans les représentations, on nous présente comme des mendiants et on dénature les éléments symboliques de notre conception de la solidarité. Parce que la jarre percée du roi Guézo, c'est un élément de solidarité. Mais l'Europe le récupère et le met dans une affiche qui symbolise des accords d'asservissement, des accords de Cotonou, qui vont supprimer les avantages et les préférences commerciales non réciproques des précédentes conventions et instaurer la mise en place de zones de libre-échange qui sont régulées par des accords de partenariat économique qui sont signés soit individuellement, soit régionalement par des pays et qui constituent en fait le cadre de l'accord de Cotonou. Et ces accords vont cibler des secteurs stratégiques, notamment la pêche. Et donc c'est très symbolique parce qu'aujourd'hui on a toute une jeunesse qui fuit par les mers parce qu'elle ne peut plus pêcher dans ces eaux, parce qu'il n'y a plus de poissons, parce que tout le monde vient pêcher dans les eaux. Et donc on en est à prendre le bateau, Enfin voilà. Donc la pêche, un autre élément très important, on parle de blockchain, etc., mais les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont également inscrites dans les API. Parce que c'est un volet sur lequel il y a déjà de la spéculation depuis très longtemps. La sécurité alimentaire, la protection des investissements, donc ça rejoint l'OANA qui se développe à ce moment-là. Et toute cette situation montre qu'il y a une politisation des relations ACP-UE, qui est également, dans ce contexte-là, une ouverture au secteur privé. Donc on ouvre au secteur privé, on ouvre aux sociétés civiles, et donc on marginalise l'État. On enlève la référence au développement pour la remplacer par tout ce qui relève de la réduction de la pauvreté. Et on pense donc, à intégrer les pays ACP à la mondialisation. Les résistances font que les accords n'ont jamais pu tous être signés. Mais dans les années 2010, l'Europe va revenir à la charge pour la signature de ces accords et ils vont utiliser, il y a un outil qu'ils vont utiliser de manière ostentatoire, il y a un autre outil qu'ils vont essayer d'utiliser mais de manière plus complexe et qu'ils n'arrivent pas à l'utiliser. L'élément ostentatoire, c'est la question migratoire. C'est de lier en fait la question des accords à une imposition de la part des États africains de gérer la question migratoire, non pas dans l'idée de retenir les jeunes qui fuient l'Afrique, mais de se positionner sur des politiques natalistes particulières qui permettent, on va dire, de freiner cette démographie qui fait très peur à l'Europe. Ça, c'est le premier axe. Et c'est quelque chose qui est très particulier, qui est très présent. La deuxième approche qu'ils vont tenter de mettre en place à un moment, c'est la question de la dépénalisation de l'homosexualité. Parce qu'il y a une trentaine de pays ACP qui pénalisent ou criminalisent l'homosexualité. Et donc l'Europe va utiliser sa puissance économique pour tenter de devenir en fait une puissance de valeur en passant notamment par cette question-là. Question qui n'est pas bloquée par le refus des chefs d'État africains, comme certains le croient, mais par le fait que la Chine est rentrée à l'OMC et la Chine refuse d'appliquer toute clause de suspension sur ce type de clause liée à la question des droits de l'homme. Donc c'est la Chine en fait qui bloque toutes ces questions sur l'inclusion de ces clauses d'un point de vue suspensif dans les accords commerciaux au niveau de l'OMC. Donc ça montre aussi comment, à travers de simples accords économiques et commerciaux, il y a aussi des enjeux de bataille de valeurs, de puissance de valeurs, de rapports civilisationnels qui font qu'on projette sur d'autres ce que l'on pense être propre à sa civilisation et donc à sa manière quelque part de commercer. Donc les APE renforcent l'extraversion et la dépendance de l'Afrique, là où il faudrait donc une déconnexion, et la ZLECA qui arrive par la suite est quelque chose d'absolument suicidaire puisqu'elle réduit de 90% les droits de douane intracontinentaux et elle pèse notamment sur l'un des éléments les plus importants pour la vie de nos économies qui est l'agriculture. C'est-à-dire que la question alimentaire est totalement bravée dans le cadre de ces accords ACP et également dans le cadre de l'ouverture du continent africain au titre de la ZLECA
au nom de la compétitivité des économies et au nom de l'idée qu'il faut donner un avantage au marché et donc aux multinationales qui vont trouver les moyens de se regrouper dans les quelques pays compétitifs, notamment le Rwanda et quelques autres pays, qui ont cette compétitivité pour, depuis ces pays compétitifs, qui sont des pôles, on va dire, de prospérité, de croissance dans l'Afrique, attaquer les autres marchés qui seront quelque part livrés sans défense. Donc ce sont un peu tous ces enjeux qui expliquent en quoi la question, je dirais, monétaire, elle est totalement incomprise si on ne l'inscrit pas vraiment dans une profondeur historique et je dirais aussi dans des homologies structurelles qui tiennent compte précisément des enjeux d'anthropologie politique, d'économie politique, de sciences politiques. Et donc ce sont des éléments qui doivent être vraiment au cœur de la réflexion panafricaniste sur laquelle je pourrais éventuellement intervenir dans le cadre des questions-réponses. Merci. Merci beaucoup Hamzat. Je crois qu'on va passer aux séries de questions. Comme on a fait tout à l'heure, on va prendre 5 questions. Et voilà.